Porte deux casquettes. Elle est AESH et également maman d'un enfant en situation de handicap. Dans cet entretien, elle dresse une liste non exhaustive des aberrations de la fonction d'AESH et des difficultés qu'elle rencontre pour monter un dossier MDPH. Avant d'être à AESH, j'étais à ATSEM en fait. Donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé par un BEP sanitaire et social. J'ai eu un accident de vie qui a fait que j'ai perdu la vue d'un œil. Donc je suis partie faire des études en Angleterre. Et quand je suis rentrée, j'ai été aide maternelle à l'époque dans une école bilingue. Et puis ensuite, j'ai été maman d'un enfant en situation de handicap. J'ai déménagé dans une région où il n'y avait plus d'école à la recherche d'aide maternelle. J'ai connu anciennement les AVS et nouvellement les AESH de cette façon-là. J'ai été recrutée comme ça, en fait. C'est un peu le rôle d'une paire de lunettes. J'aime bien prendre cette image-là parce que je la trouve très parlante. Comment compenser au mieux et aider l'enfant à l'autonomie. Voilà. Et les lunettes, ça me plaît parce qu'on ne demande pas à un enfant d'enlever ses lunettes quand il est en évaluation. Donc je pense qu'on a toute notre place dans l'éducation. Au quotidien, bien, comparativement à d'autres collègues, puisque j'ai de la chance d'avoir été toujours avec des enfants vraiment adorables. J'ai pas eu de troubles du comportement réellement, même si j'ai eu des enfants avec autisme, avec syndrome de Down, enfin ce qu'on appelle trisomie 21. Donc je peux pas me plaindre de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que je me sens pas reconnue. Voilà, je sens qu'on reconnaît pas mes compétences, même si ce sont pas des compétences qui sont là avec un diplôme à la base, qui ont été acquises par de nombreuses heures d'auto-formation, de visionnage de conférences, de bouquins, de blogs d'enseignants spécialisés, d'ergo, de spécialistes en tout genre, souvent canadiens, ce qui montre bien qu'en France on a un retard phénoménal. Hormis ça, je peux pas me plaindre réellement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est surtout le manque de reconnaissance au quotidien, que ce soit par le contrat, par le salaire, le statut, qui est pesant. Alors moi, je fais le choix en fait, et c'est vraiment un choix puisque j'étais à TSEM avant, donc je connais vraiment la relation avec les parents, de garder une distance. Ça ne veut pas dire que je les fuis, au contraire, s'ils ont besoin d'avoir des renseignements, mais je me méfie quand même dans le sens où moi-même en tant que maman d'enfants en situation de handicap, si on a accès, on a tellement besoin de savoir. Voilà. Et nous, on nous demande de ne pas dire. Donc on a vite fait de laisser s'échapper quelque chose parce qu'on est dans l'enthousiasme, parce que l'enfant a réussi à faire quelque chose qu'on attendait depuis si longtemps et c'est une vraie victoire, que ce soit pour l'enfant, la famille ou même pour nous. Je préfère rester à distance. Voilà. Je préserve tout le monde comme ça. C'est tout ou rien. Clairement, voilà, c'est... On a tendance à dire que la vie n'est pas faite que de gris clair ou gris foncé. Là, pour le coup, c'est pleinement faux. C'est tout blanc ou tout noir. Oui, on se sent très bien inclus. On nous observe beaucoup au départ. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Voilà. On nous jauge énormément. On arrive souvent dans une école où ils ont des mauvaises expériences. Voilà, dû à des problèmes de recrutement, beaucoup de problèmes de recrutement dans le passé. Enfin, c'est le témoignage qu'elles finissent par nous livrer quand elles commencent à avoir confiance en nous, en fait. Et puis, au bout d'un moment, soit on nous fait confiance et on a carte blanche, et voilà, ça se passe super bien, et il y a un vrai binôme qui se crée avec l'enseignant, ou on se retrouve avec quelqu'un qui est un peu Dieu dans sa classe, c'est ma classe, c'est moi l'adulte référent. Toi, voilà ce que j'attends de toi. Ok, très bien, ça je peux tout à fait le tolérer. Si, de l'autre côté, la personne fait aussi sa part du contrat, c'est-à-dire prend en charge l'enfant dans les adaptations, dans tout ce qui doit être mis en place pour que l'enfant puisse progresser. J'ai une enseignante qui me disait pas bonjour quand je rentrais dans sa classe. Donc, première fois, ça te surprend, tu t'as eu bonjour. Ah, pas de réponse. Pourtant, elle m'a regardé, bizarre, elle m'a peut-être pas entendu. Deuxième fois, bonjour. Ah non, mais en fait, elle me répond vraiment pas. Donc,
tu te dis « Ah, ça va être sympa l'année !» Voilà. Et à côté de ça, je suis arrivée dans une école où j'avais pas forcément envie d'aller au départ parce que je quittais une école dans laquelle j'étais vachement bien. Et ça a été vraiment une suite de rencontres magiques, que ce soit avec les enfants, avec mes collègues enseignants, les collègues ATSEM aussi. Enfin, ça a été vraiment une super année, hyper épanouissante. On a fait un travail de folie. Voilà, on comptait plus nos heures, mais c'était vraiment dans une dynamique de plaisir en fait. Donc ça s'est vraiment super bien passé. C'était une super année ça. Dommage que ça soit pas comme ça tous les ans. Je tisse quand même des relations assez fortes avec chaque élève. Je pense que c'est le côté ATSEM, ancienne ATSEM, qui fait que j'ai besoin d'avoir cette relation-là. Et je sais que cette relation, même si c'est une infection simple, voilà, je suis pas dans l'étouffement de l'enfant ou des choses comme ça, mais je sais que les enfants ont besoin de ça. Voilà, c'est un moteur pour eux aussi, ce côté-là, de vraiment savoir que quelqu'un s'intéresse sincèrement à eux. Sincèrement à leur réussite, sincèrement à leurs envies, à leurs passions au quotidien. Si, j'ai quand même une élève qui me vient en tête. Quand je l'ai eue, en fait, c'était une élève dyslexique sévère, qui était non lectrice, qui ne pouvait pas lire du tout, qui était en CE2, et qui vivait ça vraiment comme une souffrance. Et on a fait le pari, toutes les deux, de se dire, ok, on oublie tout, on recommence tout à zéro. Donc on a tout revu, on est reparti des alphas, et en fait, elle a réussi à progresser. Et en fin d'année, elle a lu devant les autres de la classe. Alors c'est un tout petit texte, mais je me suis effondrée en fond de la classe, j'avais les larmes aux yeux tellement que ça m'avait touchée parce que je savais ce que ça lui coûtait. Et je savais l'appréhension qu'elle avait, d'ailleurs rien que d'en reparler, ça me touche encore. Petite pépette sacrément courageuse. Déjà la patience. C'est la première, en haut, tout en haut. La patience au quotidien pour tout, vis-à-vis de tout le monde, l'enseignant, l'enfant, nous-mêmes. La résilience, parce que on a envie de faire bien et qu'on n'a pas d'une les moyens. De deux, on n'a pas les connaissances non plus, on va pas se mentir. Donc on tâtonne beaucoup et on se loupe beaucoup du coup vu qu'on tâtonne beaucoup. Et faut être capable de se dire, ok, c'est pas grave. Je me suis loupée, on a tenté, ça n'a pas marché. C'est un pas de plus vers la réussite en fait. Il faut vraiment le prendre comme ça. Voilà, la bienveillance, bien évidemment. Parce que c'est tellement facile de tomber dans la maltraitance. Tellement facile quand on accompagne des enfants en situation de handicap. Un meilleur salaire, déjà. Pour nous permettre de vivre dignement et nous aussi d'arrêter de faire du bricolage chez nous. Parce que mine de rien, on est beaucoup à faire du bricolage chez nous, donc le salaire, ça passe par là. Un vrai statut, vraiment un vrai statut, ne plus arriver dans une école avec le fait d'être jugé en permanence. C'est horrible, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a. On arrive, on se dit, on a beau être plein de bonne volonté, plein de compétences, parce qu'on a tous des compétences à faire valoir, et on se dit, bah non, il va falloir que je passe 3 mois déjà à faire mes preuves et à montrer que je suis capable de proposer des choses. Voilà, juste ça, quoi. Donc on se dit, bah c'est 3 mois de perdu. Parce que si dès le départ on nous fait confiance, bah on gagne 3 mois, et sur une année scolaire, 3 mois, c'est énorme. Enfin, c'est un trimestre, donc clairement, voilà. Une vraie reconnaissance aussi, et une vraie formation. Une vraie formation, avoir la possibilité d'avoir une formation continue. Parce que, mine de rien, on est affecté d'un handicap sur un autre. On passe du handicap moteur au handicap cognitif. Il y a des AESH qui ont une vraie formation solide de base. Mais c'est pas la majorité. La majorité, on est beaucoup issus du contrat aidé. Quand tu n'as jamais travaillé avec des enfants et que tu te retrouves à accompagner un enfant autiste et que tu n'as pas les cartes en main, tu perds beaucoup de temps, tu te loupes. Tu peux aussi abîmer l'enfant. Donc si dès le départ, en septembre, on reçoit... si on pouvait d'ailleurs recevoir les affectations avant septembre, ça serait bien. Un petit message au passage. Mais si, voilà, la nouvelle affectation, la nouvelle notif, on nous dit, voilà votre PV d'installation, cette année, on vous a inscrit sur telle formation. Voilà, vous avez un crédit d'heures de 20 heures, 30 heures, tous les ans, pour pouvoir justement devenir des vrais professionnels.
là, je vais utiliser mes deux casquettes, côté maman et côté AESH. Clairement non. Clairement non, parce que déjà, on ne nous donne pas les moyens. Que ça soit en tant qu'AESH ou en tant que maman, je trouve que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est de faire appliquer l'obligation d'adaptation pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, si il a un TDAH, c'est pas la peine de lui en demander trop. Ce qu'il faut lui demander, c'est de la qualité, c'est vraiment que ses compétences puissent ressortir. Mais ça demande un faire-valoir au départ. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une lutte en permanence pour que l'enfant puisse ressortir le meilleur de lui-même. Et c'est pas normal d'en arriver là. Si c'est quelque chose qui est demandé par des professionnels au quotidien, aujourd'hui, ça devrait être simple. Il devrait y avoir déjà ne serait-ce que des manuels scolaires préadaptés, parce qu'on perd énormément de temps dans les adaptations. Une base, même si chaque enfant est différent, et dans le même handicap, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le caractère de l'enfant, son environnement familial, son environnement scolaire, lui, ses envies, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais si déjà on avait un manuel de base, eh ben on pourrait s'en servir, se dire ah ouais, bah ça je ferais ça, ah bah ça je peux peut-être le modifier un peu, peut-être même des logiciels directement, nous fournir des logiciels sur des clés, à nous, aux enseignants. Il y a tellement de choses à faire en fait. C'est ça. Et je trouve que là-dessus, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Nous, à ESH, on n'a pas de budget déjà. Je veux dire, même quand on arrive dans une école, on dit, bah, là, il y a une bibliothèque, c'est bien, mais dans la bibliothèque, il n'y a pas de livre adapté. On fait comment ? On peut peut-être en commander 2 ou 3. On n'aura jamais un nom catégorique de la direction. Mais la direction, elle a aussi tout son travail de direction, en plus de son travail d'enseignant. Donc, on nous oublie, on oublie nos demandes. Donc on fait une demande en cours d'année. Tu penses à mes livres, au fait Oui, t'inquiète pas. Et puis voilà, on finit l'année, l'enfant, il n'a pas eu accès une fois à un livre. Donc oui, on peut sortir des tapuscrits, c'est vrai. On peut nous-mêmes chercher les livres. Seulement, elle est où l'inclusion si l'enfant, il a encore un format différent? Les copains, ils ont le droit avec un format, avec des images, un format livre, avec une pochette cartonnée, c'est chouette. Mais moi, j'ai le droit à un porte-vue... taper en open dyslexique, que mon AESH a bien voulu me faire. Bah non, c'est pas normal. Et rien que là, on voit que c'est un mensonge en fait. Et au quotidien, c'est tout. Il y a tellement de millions d'exemples. Le fait que l'enfant, il n'ait pas un bureau adapté. On le sait, on voit bien qu'aujourd'hui, certains enfants ne peuvent pas rester assis. Pourquoi nous, c'est à nous d'aller chercher, d'aller joindre le petit réseau sportif du coin pour aller chercher des chambres à air. Voilà. Pour que le gamin puisse bouger les jambes sans gêner le reste de la classe. Pourquoi c'est à nous d'aller appeler le club de tennis du coin? Est-ce que vous avez des vieilles balles de tennis pour que ça gêne pas? C'est pas normal, c'est des choses qui devraient déjà exister. Quand t'arrives, tu devrais dire ah bah voilà, ça, cet élève il a ça, ok, on va utiliser ça, c'est déjà dans le matériel de l'école et c'est mis en place. Et elle est là, l'inclusion. L'inclusion, c'est de ne pas aller chercher les choses, c'est de les avoir déjà sous la main. Et quand on en sera là, on pourra parler d'inclusion. On a des contrats de 24 heures et tu donnes des heures perso, énormément d'heures perso en fait. Moi, si je compte le nombre d'heures de travail en plus par semaine, je ne suis pas à 24 heures. J'aimerais bien être à 24 heures, mais je suis plus à 35 heures en fait. Et mon salaire, il ne suit pas. C'est pour ça aussi que je parlais de salaire tout à l'heure. Tu te dis, mais attends, 35 heures pour 700 €, qui accepte ça, quoi? Qui accepte ça? C'est honteux, et tout sur notre matériel en plus. Donc non, à un moment donné, tu te dis, l'inclusion, elle y est pas. Le bidouillage comme ça, de faire soi-même ces petits trucs, moi aussi je fais ça. Donc je prépare tout, je tape tout, je découpe tout, et après, je récupère des livres, vraiment, pour pas que les autres enfants le voient, et avec du gloutage, je mets dedans. Comme ça, l'enfant, il peut lire. Mais ça reste du bidouillage. À la fin, je suis obligée d'enlever. Souvent, tu dis, même si tu gardes ça dans une pochette, ça se garde peut-être sur une année scolaire, mais ça se garde pas. Même si c'est plastifié, ça se décolle, ça fait pas propre, puis ça finit à la poubelle, peut-être au bout de 2 ans, quoi. C'est un temps considérable. C'est des choses qui devraient déjà être dans les écoles. C'est pas normal qu'on en soit là, quoi. Mais même nous, quand tu vois ce qu'on nous demande, on n'est pas enseignants spécialisés, pourtant c'est ce qu'on fait. Vous voulez des enseignants spécialisés, ok, prenez-les, payez-les. Donnez des vrais statuts aux gens et des vrais salaires. Tout est là-dedans, en fait, tout est dans l'économie. Moi, j'ai fait le choix d'enlever mon fils
du public pour le mettre au privé parce que à un moment donné, tu as des enfants qui sont vraiment en souffrance. Et dans le privé, même tu te dis, c'est bête, mais t'es client. Donc tu payes, donc tu dois être entendu. Et tu le fais valoir en tant que parent. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que t'en arrives là à dire, ok, je vais jouer cette carte-là. J'ai pas envie, moi je suis pour l'éducation publique. Intrinsèquement, j'ai été moi dans l'éducation publique, j'ai pas fait de privé, j'ai dû faire peut-être une année de privé parce que à l'adolescence j'étais pas très. Mais je suis pour l'éducation nationale, pour l'école publique, voilà, c'est un droit. Je suis tellement en colère par tout ça, tellement en colère de voir qu'on oublie que ce sont les adultes de demain. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on veut absolument se dire, on va les pousser, allez, on va tenter jusqu'au CAP? Voilà, c'est ça. Non, l'idée, elle n'est pas là. Ce sont des enfants qui sont extrêmement intelligents, qui ont des capacités, des fois, mais surprenantes. Moi, je pense à une élève, ah oui, elle n'est pas lectrice, mais alors quand tu la vois dessiner, c'est-à-dire que je connais même peu d'adultes qui dessinent aussi bien qu'elle. Et une fois que tu as vu ça, tu dis, c'est bon, on peut y aller, on peut faire quelque chose. Voilà, t'aimes ça, c'est quelque chose qui te plaît, viens, on va dans ce sens-là. Et c'est que ça, quoi. C'est toi qui dois te battre tout le temps contre le monde entier, en fait. C'est pitoyable. Mais oui, je suis sûre qu'à terme, on arrivera tous à scolariser nos enfants en privé. Parce que quand tu regardes aussi le fait que de plus en plus les bons enseignants partent. C'est dur à dire, mais ils sont plus dans les écoles, les bons enseignants. Souvent, c'est ceux qui passent le CAFIPEMS, c'est ceux qui changent de voie en cours de route, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont usés, ils sont pressés jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Hein. Nous, on n'en a pas, mais eux, ils n'en ont pas plus. Hein. C'est malheureux, parce que ça va laisser beaucoup, beaucoup d'enfants sur le banc de touche. Mais ça, si personne ne se bat, il faut se battre en tant que parent, il faut se battre en tant qu'AESH aussi, les filles, les gars, on y va. Il faut se relever et il ne s'agit pas de descendre forcément dans la rue. Enfin, chaque petite action, ce que tu fais par exemple, c'est une vraie action. Faire connaître notre métier, dire voilà, regardez, aujourd'hui, on a des gens qui travaillent pour 700 € par mois, plus de 24 heures par semaine, qui sont dans une précarité, parce qu'on est dans une précarité. Là, moi, j'ai de la chance parce que j'ai un mari qui gagne bien sa vie, mais la plupart de mes collègues que je connais depuis que je suis à ESH, c'est des femmes isolées, avec des enfants qui sont en HLM, qui galèrent, mais qui galèrent profondément à s'en sortir tous les mois. C'est des femmes qui peuvent pas faire de crédit pour s'acheter une voiture, qui pourront jamais faire un crédit pour une maison, parce qu'avec 700 € par mois, enfin voilà, t'es pris au piège par ton contrat en plus, parce que tu peux pas démissionner. Ça, faut en parler, ça. C'est une vraie honte. C'est-à-dire qu'une fois, quand tu viens à ESH, je rigole parce que c'est tellement énorme. En fait, c'est un vrai piège. Il y a vraiment un vrai piège dans nos contrats. C'est-à-dire que on rentre, on signe pour 3 ans. Donc au départ, quand c'est passé, tout le monde se dit « Ouais, à la fin de l'année, je vais plus avoir peur pour mon contrat. » Sauf que le jour où je veux partir, non, je peux pas. Même en fin de contrat, je ne suis pas en fin de contrat comme n'importe quel CDD en France. Non, si je refuse le renouvellement de contrat, je démissionne en fait. C'est la blague du siècle. Et qu'en plus, je ne peux pas utiliser mes crédits de formation. Et que notre CDI qu'on peut avoir au bout de 6 ans, alors ça c'est pareil, ils nous disent au bout de 6 ans, mais il faut savoir qu'on a été en CUI avant. Donc minimum, on a fait 2 ans de CUI. Pour certaines, 5 ans. Hein. Celles qui ont une reconnaissance de handicap, c'est 5 ans. Et donc, ces filles-là, elles auront fait 11 ans de CDD avant de prétendre à un CDI. Et ce CDI-là, on nous dit le jour de la signature, et ça, j'ai plein de témoignages, parce que autour du groupe, j'ai plein de témoignages, on nous dit, par contre, vous êtes en CDI, mais tant qu'il y a du besoin, on est bien d'accord, le jour où il n'y a plus de besoin sur la Circo, on sera obligé de se séparer de vous. Mais c'est terrible de dire ça, ça veut dire qu'on a en face des êtres humains qui ont travaillé, qui n'ont rien lâché, à 700 € par mois, pendant des années, pendant 10 ans, pour au final entendre ça, que le truc qu'on attend comme un saint graal, on nous dit, en fait, attendez, vous emballez pas trop, c'est un CDI, oui, mais en fait, c'est un CDI chantier. C'est oui, tant qu'il y a la mission, ok, vous êtes là. S'il n'y a pas d'enfant une année, merci, au revoir. Mais c'est honteux. Quelle entreprise ferait ça et se retrouverait pas au prud'homme, en fait? Et l'éducation nationale,
Aujourd'hui, elle a peur de rien. On est des fantômes, voilà. On est vraiment des fantômes de l'éducation nationale. On n'a pas de voix, on n'a pas de reconnaissance. Et en plus de tout ça, on est pieds et poings liés quand on rentre dedans. Oui, on adore notre métier. Bien sûr, c'est un métier hyper enrichissant, hyper valorisant, même pour soi. Alors, pas du point de vue statutaire, hein, n'est-ce pas? Mais vraiment du point de vue humain. Les enfants, c'est cette relation, tout ça, c'est top. Mais par contre, voilà, rien que le contrat, il est alertant. Je veux dire, là, encore l'autre jour, je voyais la publicité «Devenez accompagnant» qui est partout en ce moment sur Facebook. Et puis je vois en dessous les commentaires. Moi, j'avais envie d'écrire «Non mais fuyez, fuyez, moi ça fait 6 ans que je fais ça, j'adore mon travail et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai le revenu de mon mari, clairement. Mais demain je serai seule, mais ça serait une cata, ça serait vraiment une cata parce que financièrement tu peux pas t'en sortir. Parce qu'en plus tu rentres le soir, c'est 24 heures, mais c'est 24 heures découpées. C'est pas 24 heures sur 2 jours comme tu peux faire 24 heures dans un hôpital où tu fais 12 jours, 12 heures, 12 heures et que derrière t'as le reste de ta semaine. Là non, c'est lundi, mardi, des fois mercredi, jeudi, vendredi. Donc qu'est-ce que tu peux trouver? Tout ce qui est périscolaire. Voilà, c'est le seul emploi que tu peux cumuler. Sauf que ce que personne ne se rend compte, c'est que nos métiers, ils sont épuisants en fait. Moralement, psychologiquement et souvent physiquement aussi, quoi. Parce que tous les enfants n'ont pas un handicap comme la dyslexie, où là, c'est quand même pour l'accompagnant, c'est plus confortable que l'enfant qui a une trisomie ou un autisme ou des troubles du comportement, où là, ça devient vraiment franchement physique, quoi. Voilà, il y a vraiment à creuser et à dévoiler. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui se lèvent et qui mettent, voilà, qui montrent ce qu'on vit au quotidien, parce qu'il n'y a que ça qui fera changer vraiment les choses. Parce que quand on voit que les parents sont là, on leur parle de 9 heures mutualisées, ils sont contents, ils se disent 9 heures c'est mieux que rien, sauf que c'est maximum 9 heures. Là aussi, on n'est pas honnête avec vous. C'est 9 heures en fonction de l'emploi du temps. L'enfant, il n'aura peut-être pas 9 heures, il aura peut-être que 6 heures ou peut-être que 3 heures. Si tout ça, personne ne le sait, les magouilles vont continuer. Et aujourd'hui, l'inclusion, c'est Magouille et compagnie, c'est Bidouille et compagnie, c'est honteux. C'est un métier où il y a vraiment, tu développes des savoir-faire, parce que finalement, même si on a besoin de formation de base, la vraie formation, elle est sur le terrain, sur ce métier-là. Et ça, on est tous d'accord, je pense, pour le dire, mais on a besoin de cette base-là, par contre, de départ. On est capable d'avoir des compétences, je pense à des collègues qui ont su mettre des choses en place. Elles sont ni enseignantes spécialisées, ni ergo, ni psychomotes, et pourtant elles ont fait un travail de dingue avec leurs élèves, vraiment un travail de folie, quoi. Et tu te dis, ces filles-là, elles vont arriver dans leur prochaine école, elles vont être toisées, et pendant 3 mois, elles vont devoir ramer. Et 3 mois, c'est le minimum, hein. C'est-à-dire que c'est 3 mois si tu tombes sur une équipe cool. Parce que des fois, t'es toisée pendant 1 an. Donc, soit l'après-d'année, tu reviens dans la même école et tu dis, au moins, j'aurais pas galéré 1 an pour rien. Ou alors tu changes d'école et t'as juste galéré 1 an, quoi. Mais tu te dis, mais ces filles-là, elles ont passé des heures et des heures, c'est une partie de leur salaire, parce que souvent, ça aussi, on nous donne pas les moyens. Donc, quand tu as vraiment envie que ton élève réussisse, tu cherches pas, tu te poses pas la question, les moyens, tu lui donnes toi, en fait. Voilà. C'est ton salaire, tant pis. Dès que tu peux, tu vas... Il y en a plein qui font ça, qui vont faire des vidéos greniers, qui échangent des trucs. Ah, mais t'as ça, toi? Attends, moi j'ai ça. Ton élève, il aime quoi? Ah, il aime tel truc. Le mien, il aime ça. Attends, avec les jouets des enfants, on recycle aussi beaucoup. Tiens, t'as des Legos? Vas-y, donne, parce que moi, je vais faire les fractions. Là, les Legos, ça peut être bien. C'est que ça. Et ça demande un temps considérable pour lequel on n'a jamais de reconnaissance, en fait. Moi, comme tu disais, le merci, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Je veux dire, mes élèves, ils me disent merci. Tous les jours, ils me le disent. Tous les jours. Quand je les vois le soir, hey, à demain, hein. Voilà. Et là, quand je sais qu'ils me disent à demain, je sais qu'ils me disent merci, parce qu'ils sont contents, parce que quand ils me voient, ils ont la banane. Ils voient qu'ils progressent. Et je leur dis, je leur mens jamais en plus. Je leur dis, on va travailler dur. C'est vrai, on va travailler dur. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour t'aider. Je vais pas leur mentir, je vais pas leur dire oui, tu vas voir, t'as un accompagnant, ça va être plus calme. Non, ça va pas être plus calme. Tu vas travailler dur, on va faire les choses, on va les faire correctement,
On va les faire dans la bonne humeur, on va le faire dans le jeu dès qu'on pourra, parce que aujourd'hui c'est pareil. Le fait qu'on n'ait pas de reconnaissance, on ne nous laisse pas sortir nos élèves de classe. On est toujours plus ou moins épiés. Heureusement qu'il y a des enseignantes qui acceptent de sortir de ça et qui acceptent de nous laisser sortir nos élèves. Parce que oui, quand un élève n'arrive pas à intégrer une notion de façon magistrale, il faut le sortir. Bien sûr, il faut lui donner tous les moyens, que ce soit un moyen kinesthésique, que ce soit un moyen visuel, peu importe, mais il faut chercher d'autres moyens pour qu'il puisse intégrer cette notion-là et continuer dans l'apprentissage comme les autres. Elle est là, l'intégration aussi. C'est de se dire, bon bah ok, t'as pas trouvé ce moyen-là, tant pis, on passe à autre chose. Il y a plein d'intelligence. Aujourd'hui, on est en neurosciences. Même nous, voilà, typiquement, on a besoin d'une formation en neurosciences. C'est l'avenir, la neuroéducation, tout ça, c'est demain, on y est là. Maintenant, c'est maintenant qu'on en a besoin. Voilà, on le sait, ça existe, mais donnez-nous ça. Non. Nous, on a des PowerPoint en formation, sur nos 60 heures de formation. Je sais bien, hein, et j'en veux pas du tout aux formateurs, parce que je pense qu'ils font eux aussi avec ce qu'ils ont. Et comme les DS, DEN, elles font elles aussi avec ce qu'elles ont. C'est plus haut que ça se joue. Et je suis pas du tout en colère contre les premiers étages de ma hiérarchie, pas du tout, du tout. Par contre, au-dessus, oui, il y a un vrai foutage de gueule. Je pense qu'il y a un vrai foutage de gueule, et on le ressent tous. Je veux dire, les enseignants le ressentent, les directeurs le ressentent, nous on le ressent, et les parents le ressentent. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va être fait pour ces enfants-là, quoi? Comment on voit leur avenir? Pourquoi aujourd'hui, on ne se dit pas, ah oui, ces enfants-là, ce sont les adultes de demain, il va falloir les intégrer dans la société, leur faire une vraie place, et en faire des adultes épanouis. Parce que c'est ça le vrai dilemme aujourd'hui. Tout le monde court après l'épanouissement. On est vraiment dans cette vague-là, en plus au niveau professionnel. On est des générations où on se rend compte qu'il faut être épanoui au travail, quoi. Sinon on est mal. Donc c'est pour les enfants, c'est juste vital d'être épanoui plus tard. Et déjà à l'école, si possible. Mais si on ne nous donne pas ces clés-là aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Il faut que ça bouge, il faut que là-haut on nous entende. On a toujours l'impression qu'ils sont là, enfin comme pendant le confinement, là, il y a eu soi-disant des rencontres, mais à quel moment on les voit venir vraiment sur le terrain? Voilà, quand c'est pour présenter, ah mais je porte mon masque sur le terrain, oui je le porte, vous voyez. Oui, mais venez avec nous sur le terrain. Venez voir ce que c'est, un peu, passer une journée vraiment, une journée d'observation régulièrement, pour vous rappeler, une petite piqûre de rappel régulière, pour voir ce qu'on vit. Quand on voit là, bah oui, vous aurez des masques, par exemple, quand on pense au Covid. Cette crise-là, elle était tout à fait représentative de ce qu'on vit. Vous aurez des masques, les AESH. D'accord, ok. Bon, l'élève que vous accompagnez n'en aura pas. D'accord. Et pour les filles ou les gars qui accompagnent des enfants qui crachent, comment ça se passe? Ah, et quand on doit lire dans l'oreille de nos élèves, parce que le but c'est qu'on se fasse le plus discret possible, nous, hein, c'est ça aussi, hein, on doit vraiment s'effacer le plus possible dans nos classes. Donc quand je dois chuchoter à l'oreille, ah oui, bah là, oui, non, bah, la distanciation, bah non, ça va pas être possible. Ouais, d'accord, donc qu'est-ce que vous nous proposez là? Bah des masques. Ok, des masques FFP2 alors. Ah non, non, des masques chirurgicaux. Donc beaucoup ont décidé de se mettre en autorisation spécifique d'absence. On est beaucoup à avoir une reconnaissance nous-mêmes de personnes, de travailleurs handicapés. Beaucoup ont eu des leçons de reconversion dues à des problèmes physiques. Et là, on nous dit, bah non, vous allez devoir vous mettre en danger, mettre l'enfant que vous accompagnez en danger et faire ça avec un masque. C'est tellement représentatif de ce qu'on vit, je trouve, au quotidien. De savoir le vendredi que l'école était fermée, se dire, bon bah ok, j'ai une journée pour préparer tout ce qu'il faut pour mon élève, pour être sûr qu'il ait rien oublié, qu'il ait ses outils, que tout soit carré, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, et se rendre compte le vendredi soir que nous, on ne sait même pas ce qu'on est censé faire le lundi matin, et de se dire, bah attends, on va peut-être recevoir un mail dans le week-end, rien, et que pendant 1 mois et demi, on n'a pas de nouvelles. Ah oui, on voyait les vidéos de notre cher ministre, nous remercions, gna 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 gna, mais c'est pas ça. Il fallait dire dès le départ, prévenir les AESH, parce que beaucoup n'ont pas su ce qu'elles devaient faire, mais prévenir les AESH en leur disant, mais vous avez un vrai rôle à jouer là. Prenez votre place, allez-y, là on vous met tel et tel outil en support, et allez-y, vous avez votre adresse mail professionnelle, vous pouvez la donner aux parents,
Vous voulez pas la donner, vous pouvez en créer une. On vous en crée une, c'est pas un problème. On vous met tel logiciel à disposition. Venez chercher des ordinateurs pour celles qui n'en ont pas au rectorat. Il y aurait eu vraiment des choses à faire. Mais non. On a été encore laissé encore une fois sur le banc de touche. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que celles qui ont vraiment la niaque, elles vont se lever, elles vont dire ok, moi je fais partie, je monte dans le train et j'y vais. Peu importe, distanciation, tout ce que. Tant pis, on verra bien après, on avisera. Et les autres, elles patouchent, elles sont là. Alors j'y vais pas, je fais quoi parce que oui, on est en manque de directives constamment. Les seules directives qu'on a, ce sont des directives bidons, en fait. Au quotidien, ce sont des directives bidons. C'est tu sors pas ton élève de la classe. Par contre, il faut qu'il gagne en autonomie. C'est pas à toi de faire les adaptations. Ah oui, mais l'enseignant n'a pas le temps de les faire. Oui, mais c'est quand même pas à toi de les faire, les adaptations. C'est que ça, au quotidien, tu te dis, mais c'est juste pas possible. Arrêtez, donnez-nous des vraies consignes, donnez-nous un vrai statut. Les enseignants n'ont pas le temps de les faire, les adaptations. C'est pas vrai. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de mettre des gens au ministère qui n'ont pas enseigné parce qu'ils ont des idées ils sont complètement largués sur ce qui se passe au terrain. Sur le terrain, non, les enseignants, il y en a peu qui arrivent à faire des vraies adaptations. Si, quand ceux qui sont soit en début de carrière parce qu'ils sont célibataires géographiques, parce qu'ils ont réussi à passer le concours à Versailles alors qu'ils viennent de Bretagne, voilà, là ils ont peut-être le temps. Ou ceux qui sont plutôt en fin de carrière, qui ont déjà vraiment une structure au niveau de leur cours, mais ceux qui ont une famille avec des enfants et qui ont 30 élèves dans leur classe, non, ils n'ont pas le temps de les faire. Donc on fait comment? On les fait pas parce que ça arrange tout le monde en fait. Tant pis, il se débrouillera, de toute façon il a son AVS. On comble pas tout, nous. Voilà, on est là, c'est vrai, on est là pour faire plein de choses, pour reformuler, pour étayer, pour essayer de bidouiller ce qui peut être bidouillé et approcher la notion de façon différente, à l'oral, tout doucement, dans un petit coin de la classe. Mais si on nous donne un vrai statut, on pourra vraiment faire des choses et vraiment faire avancer et donner à ces élèves-là un vrai droit de parole. Parce que ce sont eux les premiers concernés. Et ces enfants-là, ils s'en rendent bien compte qu'on les prend un peu pour des cons quand même. Moi, mes élèves ne me le disent pas parce que j'ai pas ce genre d'échange avec mes élèves. Mais mon fils qui est en situation de handicap, lui, il me le dit. Il me le dit clairement. Enfin, il me dit maman, t'as vu, aujourd'hui, c'est toi qui m'as payé l'ordinateur. Bah oui, parce que si je t'avais fait la demande pour ton ordinateur, il fallait encore attendre 6 mois. Mais c'est maintenant que tu en as besoin. Quand les spécialistes ont dit il faudrait un ordinateur pour l'aider, le soulager au niveau de la dysgraphie, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit à l'école, ah bah oui, mais attendez, il est pas rentable sur l'ordinateur. Il peut pas être rentable s'il l'utilise pas au quotidien. T'as des batailles à mener dans l'inclusion, elles sont nécessaires, elles sont vitales pour ces enfants. Et ces enfants-là se rendent compte qu'elles sont pas menées. Ce sont des enfants en vraie souffrance. Et tant que les gens ne se rendront pas compte de la souffrance de ces enfants-là, on n'avancera pas en fait. Moi j'avais accompagné une enfant qui avait une malentendante. Avec l'éducateur de son CESAD, on s'était dit, mais PC, ça serait bien quand même, quoi. Donc, je vais envoyer un mail. Je sais pas, voilà, est-ce qu'il y a des formations est-ce que j'aurai le droit comment on peut s'organiser? Enfin, même si vous ne la payez pas, est-ce que j'ai le droit à un allègement de mes horaires? Donc, en plus, la nana ne demande même pas à ce qu'on paye la formation, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir la faire? Ah bah non, pas prévu. Ah, c'est pas prévu. Bon, bah ok, je vais l'accompagner comme je peux, hein. Tu vois, c'est tout ça. Quand tu parles de tout ça, tu peux être qu'énervé en fait. On n'est pas des numéros MDPH, justement. On n'est pas le numéro de dossier de temps. Que ce soit l'enfant, la famille. Et nous, on n'est pas l'AVS 348 de la circonscription de tel endroit. Non, tout ça, ce sont des êtres humains en fait, accessoirement. Je sais pas si vous voyez, je sais que je suis un peu floutée, mais j'ai deux bras, une tête. On vit dans un monde où l'inclusion, c'est être humain. C'est juste apporter de l'humanité et savoir écouter les autres, entendre leurs besoins. Parce que là, on parle vraiment de besoins, c'est pas un luxe. Enfin, quand on dit à un enfant il a besoin d'un ordinateur, il n'en a pas besoin 6 mois après. C'est 6 mois après, ça fera 6 mois de souffrance. Voilà, 6 mois de souffrance où il aura eu mal physiquement parce qu'il aura dû écrire, où il aura eu mal psychologiquement parce qu'il n'aurait jamais été capable de fournir une qualité d'écriture comme les autres, où en plus il se donne du mal, il écrit et il peut pas se relire. Donc c'est 6 mois de douleur et de souffrance intense en fait. Et ça, tant que les gens le comprendront pas, on n'avancera pas.
Et c'est de l'humain. On travaille avec de l'humain, comme les aides-soignantes, comme les infirmières. On a tout aujourd'hui, on a le même combat en fait. Sauf qu'on ne parle pas de nous. Il n'y a pas que les infirmières et les aides-soignantes. Nous aussi, il y a une pénurie qu'on nous met sur 3, 4, 5 élèves. Moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait être jusqu'à 5 élèves. Mais moi, je suis horripilée, 5 élèves. 5 élèves sur 24 heures. Faites le calcul. 5 heures par élève, c'est pas possible. Je fais quoi en 5 heures? Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand on change de classe, là c'est la mode des piales, là, on va en parler tout à l'heure. Bon, bah le pial, au début, ça aurait pu être une bonne idée. Mais si on nous met sur 4 élèves et qu'on change de niveau en permanence, il faut se greffer à chaque fois qu'on arrive dans la classe. Ben, on va reprendre l'exemple des fractions. Sauf que moi, 2 minutes avant, j'étais pas sur les fractions. Moi, 2 minutes avant, j'étais sur, je sais pas moi, l'imparfait en CE2. Bon, bah ok, alors attends, déjà, moi, il faut que j'arrive à me rentrer dans le truc. Ok, toi, t'en es où? Ok, t'as fait quoi? Ah ouais, t'es là. Là, tu regardes, tu dis, ah ok, bon, alors ça, je vois que t'as du mal. Et puis là, tu lèves la tête et t'as la prof qui dit, bon, bah là, on a fini l'exercice, ceux qui n'ont pas fini, vous ferez ça à un autre temps. Et puis là, on va faire une séance de lecture où là, le gamin, il n'a plus du tout besoin d'aide, par exemple. Voilà, et c'est une perte de temps au final. L'accompagnement multiple, il n'est pas bon. 2 élèves, oui, maximum, et encore, tout dépend du deuxième élève. Enfin, un élève, il peut avoir une dyslexie sévère et être vraiment en énorme difficulté sur toute sa journée, parce qu'à un moment donné, le réservoir attentionnel, il est vide. Donc il n'y a pas que le problème purement de la lecture ou de l'écriture. Quand le réservoir attentionnel, que le gamin il a donné tout ce qu'il pouvait pendant 2 heures parce qu'il n'était pas accompagné les 2 premières heures du matin, sa journée elle est fichue. Donc le pial il est bien, mais encore une fois, c'est de l'humain. Tu te retrouves dans des situations où ton accompagnement, tu es là juste parce que tu dois faire ton nombre d'heures auprès de cet élève-là, et il n'y a pas de recherche de, ok, cet élève-là, il doit t'accompagner vraiment de telle heure à telle heure. Non, on n'en est pas là. Le PIAL aujourd'hui, c'est pas j'accompagne l'élève au moment où il en a le plus besoin, c'est j'accompagne parce qu'il y a une notification que les parents peuvent porter plainte. Parce que la réalité, c'est ça. Il y a eu des parents qui se sont levés, qui ont dit, bah attendez, moi j'ai le droit à un accompagnement de 12 heures, on me colle aujourd'hui quelqu'un 6 heures, ou des fois même pas. Il y a des enfants qui se sont retrouvés une année entière scolaire sans accompagnement. Donc le PIAL a été créé pour ça. Parce que ça coûte cher après, hein, quand le parent porte plainte. Hein. L'idée au départ était bien. Seulement, c'est toujours pareil. On ne veut pas embaucher. Et même quand ils veulent embaucher, ils n'y arrivent pas. Parce que de toute façon, notre salaire n'est pas attractif. Nos contrats ne sont pas attractifs. Donnez-nous les moyens de bien faire les choses. Donnez à nos enfants le moyen de réussir. Donnez à nos élèves le moyen de pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est regardez-nous, on existe. Nous sommes des personnes, derrière nos 4 lettres, de vraies personnes. On a plein de compétences, on est tous différents, on est tous issus de milieux différents, on est tous arrivés là pour certaines raisons. Mais on a des vraies compétences et on a besoin d'être regardés comme des humains, parce qu'on est des êtres humaines, en fait, à la base, c'est un peu le vrai titre qu'on a, hein. C'est marqué comme ça sur les notifications MDPH. Et donnez-nous les moyens de faire bien notre travail, de ne pas rentrer chez nous frustrés comme on peut rentrer chez nous frustrés, parce que quand on est là toute la journée à batailler pour nos élèves, ce qu'on ne nous fournit pas, le pouvoir leur fournir, au quotidien, on n'est pas existant dans l'éducation nationale. Ils ont fait un site, on ne nous a même pas prévenu que ce site pouvait nous aider. Mais on a des boîtes mail, vous nous avez créé des boîtes mail, prévenez-nous en fait, quand vous créez des trucs qui peuvent être super intéressants pour nous. Arrêtez de faire votre truc en disant bah ça y est, on a fait le truc très bien. Et c'est que ça. Non, 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 mais on est là. Pensez à nous, regardez-nous, venez nous voir travailler, ouvrez-nous des portes, parce que pour rester en tant qu'AESH aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on en a envie. Celles qui sont là encore aujourd'hui et qui restent plusieurs années, elles ne sont pas là parce que ça nous permet de payer notre loyer à la fin du mois. Ben, on est bien d'accord, c'est pas pour ça que nous sommes là. Est-ce que vous pouvez le comprendre? On est là parce qu'on aime notre métier. Donc si on veut rester, donnez-nous les moyens de le faire correctement. Arrêtez de vous cacher derrière des faux semblants en disant oui, si, on s'occupe bien de l'inclusion en France. Non, on ne s'occupe pas bien de l'inclusion en France, c'est pas vrai. C'est pas vrai, arrêtez de mentir. On a du retard par rapport à beaucoup de pays et c'est important d'oser l'avouer. Oui, on a du retard. C'est pas parce qu'on a du retard qu'on est incompétent, c'est juste qu'il faut mettre un vrai budget et oser dire les choses. C'est pas une attaque personnelle que je fais à Monsieur Blanquer. C'est pas le Premier ministre de l'Éducation, il faudrait que je prenne 20 ans et que je claque les 20 ans d'avant. Oui, on est en retard.
Oui, il nous faut des budgets. Oui, il faut vraiment qu'on ait un statut, un salaire, une reconnaissance, une formation continue. Que ça soit pas des choses qui soient faites sur nos heures personnelles, sur nos deniers personnels aussi, parce que ça va bien, mais avec 700 € par mois, ça devient compliqué. Auquel on a du retard, mais on peut le rattraper. À nous de nous en donner les moyens, quoi. C'est compliqué dans le sens où déjà je pense que tout le monde n'a pas accès facilement déjà au dossier. Tout le monde n'est pas apte à remplir le dossier correctement. Parce qu'il y a notamment une partie qui s'appelle le projet de vie et qui est une partie en fait où on doit dire ce qu'on attend, comment on vit les choses au quotidien, comment la famille gère les choses au quotidien, comment notre enfant gère les choses au quotidien, ce qu'on met en place, ce qu'on voudrait pour lui pouvoir mettre en place, tout ça. Sur le dossier, ça représente ça, sauf qu'en réalité, quand on parle de son enfant, t'as vite fait de venir à 4 pages. Et c'est, je crois, le plus dur parce que c'est une vraie souffrance, ce passage-là à remplir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être accompagné pour le remplir parce que là, tu dois aller creuser dans tout ce qui te fait mal en tant que parent. Et on est complètement livré à nous-mêmes, en fait. Ça, souvent les enseignants ne se rendent pas compte, on nous dit en tant que parent, bah, votre enfant a ça. Ok. Mais à partir de là, c'est démerdez-vous. On ne sait rien, on ne connaît pas les handicaps. On n'a pas de soutien psychologique, pardon, non plus. Et quand le dossier MDPH arrive, on est complètement seul pour le remplir. L'enseignant référent nous dit si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Oui, mais enfin, l'enseignant référent, quand on voit déjà la galère que c'est pour avoir une ESS, ils sont gentils, hein, on sait bien qu'ils ont envie de bien faire, mais on est bien conscient que déjà qu'on arrive à les joindre au téléphone, voilà. Donc faire remplir ce projet de vie, c'est très compliqué. Je trouve que c'est le plus compliqué. Après, il y a une longue attente, et on perd beaucoup de temps aussi parce que tant que l'enfant n'a pas une notification, il y a très peu d'écoles qui prennent réellement en charge les choses. On sait qu'il y a une demande en cours, normalement il ne devrait pas y avoir à attendre. La demande, elle est là, enfin, les bilans sont là, la famille a communiqué avec les enseignants. On peut mettre des choses en place, voilà. Mais non, les dossiers MDPH, c'est des vraies souffrances. Il faut vraiment accepter de parler de tout ce qui fait mal, de tout ce qui fait mal à la fratrie aussi, parce qu'il n'y a pas que l'enfant qui a le handicap et les parents, il y a les autres enfants de la fratrie. C'est parler de tout, de choses vraiment intimes, de choses vraiment personnelles, et toujours, en plus, savoir juger ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'en faire trop, parce que si on en fait trop, on nous dit, bah attendez, eux, ils sont en train d'en rajouter une caisse, donc on va leur coller 9 heures d'accompagnement, alors que l'enfant, en fait, il a besoin de 15 heures. Et si on n'en fait pas assez, on se retrouvera quand même avec 9 heures. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu dans tout, et on n'est pas du tout accompagné pour le remplir, en fait, ce dossier-là. Donc tant que c'est cocher des trucs, ça va. Mais quand on doit vraiment se livrer sur ce qu'on vit dans la famille et quelles sont les difficultés de nos enfants. Enfin, moi, quand je fais un dossier et que je dois remplir un projet de vie pour mon fils, je prends 1 mois et demi à chaque fois au minimum pour remplir cette partie-là. Parce que je prends, je barre, je reviens, parce qu'on est obligé de refaire toute l'historique de la naissance, parce que l'âge où il est là, l'extrascolaire, l'intrafamilial, tout doit être mis en fait. C'est un dossier qui est vraiment pas simple à remplir. Et je trouve que les parents ne sont pas aidés. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'accompagnement auquel ils devraient pouvoir prétendre, parce que les parents ont rempli, on leur a dit, bon là, vous marquez juste ça, 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 ok, ils ont envoyé comme ça, donc heureusement qu'il y a les bilans derrière des professionnels qui sont là pour appuyer. Votre projet de vie, il faut bien vous dire que c'est 70% de réussite de vos demandes. Et puis il faut savoir qu'en plus, de plus en plus, la MDPH sert les vis aussi, donc tout le monde est en restriction budgétaire. Si vous n'avez pas un vrai dossier bien construit, vous ne passerez pas, quoi. Il y a beaucoup de refus. Moi, je suis sur beaucoup de forums, enfin pas de forums, mais de pages et de groupes de parents. Et en fait, quand les parents parlent de des troubles des enfants, donc à force de voir les personnes témoigner, on commence à connaître la personne, ce qu'elle vit au quotidien. Enfin, on est certaines depuis 5 ans sur les mêmes groupes, donc même si on ne s'est pas rencontrés physiquement, on se voit qui on est, quoi. Et elles sont en vraie souffrance, il y a vraiment de vrais besoins, l'enfant est en vraie souffrance à l'école. Et quand elles font des demandes MDPH et qu'elles n'ont pas d'AESH, les familles sont effondrées parce qu'elles y ont mis du cœur, mais elles n'ont pas été accompagnées. Et je pense que là, il y a vraiment un truc à faire, c'est-à-dire que si tu n'es vraiment pas conscience que ton projet de vie
il va donner 70% de la réussite de ton dossier, bah, tu te retrouves dans des situations complètement dingues, quoi. Avec des enfants qui balancent des chaises dans les classes, qui pètent les plombs, parce que, non pas qu'ils soient violents au départ, mais c'est la souffrance qu'ils ressentent. Il faut que ça pète, voilà, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, bah, ça sort là où avec les gens que t'aimes le plus, souvent. Donc tes camarades de classe, ta maîtresse en qui t'as confiance. Donc, ouais, non. MDPH, il y a du travail aussi. Allez au boulot.